Chers élèves de terminale spécialité mathématiques, bienvenue dans la correction de cet exercice 2 donné en Amérique du Nord le jour 2. Exercice 2 qui porte sur les fonctions et sur une suite comme on n'a pas l'habitude quand même d'en étudier dans les sujets de bac, puisque c'est une suite qui va passer pour son étude par une suite auxiliaire qui est une suite géométrique mais qui est définie ici de manière bien particulière. On n'est ni au départ sur une suite arithmético-géométrique, ni même une suite homographique. Voilà, on est sur un type de suite bien particulier. Et puis on termine même par une somme finie. Alors ça peut faire un petit peu peur de voir ça, mais ça fait appel à aucune formule. On va voir ça en fin d'exercice. C'est un exercice qu'on peut quand même juger d'une certaine difficulté par rapport aux autres exercices qu'on peut croiser au baccalauréat. Ça commence par demander la résolution d'une équation. On est sur une fonction bien définie sur R. Alors quand moi je vois une équation comme celle-là, je fais attention à me dire déjà, est-ce que au moment d'écrire f de x égale x, j'autorise x à prendre toute valeur, ou est-ce qu'il ne faut pas faire attention? Donc tout de suite ici on repère la racine et la division par un dénominateur non nul. Et on veut quelque chose de positif sous la racine. Donc c'est le cas, si x est réel, 1 plus x2 c'est positif, racine de quelque chose de positif ça existe. Et puis si ici x est réel, 1 plus x2 ça dépasse de toute façon 1, donc c'est strictement positif même ici. Et donc divisé par quelque chose de strictement positif, il n'y a pas de problème, on ne divise pas par 0. Donc en fait cette fonction f de x elle est bien définie pour tout x réel. Donc je peux vraiment me dire que je résous mon équation sur R tout entier en partant d'un x réel. Pour résoudre une équation, on écrit f de x égale x et on utilise le symbole d'équivalence pour dire que l'ensemble des solutions de départ est bien l'ensemble des solutions ici que l'on va trouver. On remplace donc par 2x sur racine de 1 plus x2 égale x, ce qui est équivalent à dire que 2x égale x racine de 1 plus x2. Et puis là, on a peut-être envie de faire apparaître une équation nulle, une équation produit nul. Pourquoi? Parce que dès qu'on a égal 0 et qu'on a un produit ici, on sait que un produit de facteurs est nul lorsqu'un des facteurs est nul. Donc on a souvent envie de faire apparaître des choses comme ça. Ici, résolution par facteur commun dans nos équations. Ça équivaut à dire que x égale 0 ou 2 moins racine de 1 plus x2 égale 0. Ça équivaut donc à dire que x égale 0 ou racine de 1 plus x2 égale 2. Ça équivaut à dire que x égale 0 ou 1 plus x2 égale 4. Ça équivaut à dire que x égale 0 ou x2 égale 3. Finalement, je vais avoir ici les solutions de mon équation x égale 0 ou x égale moins racine de 3 ou x égale plus racine de 3. Alors j'insiste bien sur la fin de la rédaction, on écrit ici une série d'équivalences, c'est-à-dire une série de propositions qui sont logiques entre elles. Ce qu'on nous demandait de faire dans l'énoncé, c'était de résoudre une équation, c'est-à-dire de donner ses solutions. Quand j'ai fait ceci, je termine par une conclusion, je sors de ma série d'équivalences logiques entre propositions pour écrire une phrase qui est une vérité dans l'exercice. Les solutions de l'équation sont moins 3, 0, moins racine de 3, 0 et racine de 3. Deuxième question. On nous parle toujours de la même fonction et on admet que la fonction est dérivable. On nous le dit, on n'a donc pas besoin de le justifier. Si on avait à le justifier, on dirait que f est dérivable comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas et comme composé ici de fonctions dérivables définies ici sur leur domaine de dérivabilité.
Alors, rappelez-vous de ces phrases-là, hein, pour justifier la dérivabilité d'une fonction. Généralement, il y a 4 phrases à utiliser. F est dérivable comme somme de fonctions dérivables. F est dérivable comme produit de fonctions dérivables. F est dérivable comme quotient dont le dénominateur ne s'annule pas de fonctions dérivables. F est dérivable comme composé de fonctions dérivables définies ici sur leur domaine de dérivabilité ou dans leur domaine de dérivabilité. Bien, ici, on admet que la fonction est dérivable sur R et on nous demande juste le calcul de cette dérivée. Soit x appartenant donc à R, je vais juste avoir à calculer f' de x. F' de x, c'est f est un quotient de fonction. Hein, vous connaissez la formule, hein, u'v moins uv' sur v2. u'v moins u v'. Attention, ici, on a une composée. On va avoir 2x ici qui va sortir, entre guillemets, de la racine. Sur 2 racines, et je retrouve ma petite fonction ici. Je vous rappelle que racine de u', c'est u' sur 2 racine de u. Voilà la formule que j'ai utilisée juste pour u'v moins uv'. Juste pour v' ici, j'utilise cette formule-là sur v2. v2 qui va tout simplement faire enlever la racine ici en bas. J'obtiens donc 2 racines de 1 plus x2. Le 2 ici va s'éliminer. Moins 2x2 sur racine de 1 plus x2 sur 1 plus x2. Voici. J'ai envie d'écrire mon racine de 1 plus x2 ici que je vais également mettre. Je vais mettre les deux termes ici au même dénominateur. Hein. Donc on va avoir 2 racine de 1 plus x2 fois racine de 1 plus x2 sur racine de 1 plus x2. Ça va donc nous donner 2 1 plus x2 ici. Divisé par, voilà, donc je voulais mettre le racine de 1 plus x2 en dénominateur commun ici des deux termes. Et celui-là, on n'y a pas touché, du coup c'est moins 2x2. J'obtiens donc 2x2 moins 2x2, il va ne me rester que 2 en bas sur 1 plus x2 sur racine de 1 plus x2. Vous voyez, ce que je viens de faire, c'est que j'ai calculé et je regarde le résultat à la fin. Et évidemment, comme sur votre énoncé hein, au baccalauréat, vous faites vos calculs au brouillon et puis vous êtes ravi de voir le résultat qu'on vous annonçait et vous recopiez à ce moment-là vos calculs. En déduire le sens de variation de la fonction f sur r. Alors attention, je sais que vous êtes habitués, hein, vous faites tout de suite dérivée et variation, donc on va faire le tableau de signes. Écoutez, là on peut très bien s'exprimer en français. On voit tout de suite que la fonction f' définie sur R ici, elle est strictement positive et je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à dire de plus que de l'observer. Hein. Pour tout réel x, f' de x est strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur R. Vous pouvez faire aussi un tableau à plusieurs lignes hein, avec, bon, moi j'estime que un élève qui écrit ça fait correctement son travail. Ça dépend aussi de la qualité de la rédaction de ce qui suit. Hein. Ça, c'est toujours pareil. Hein. On autorise parfois des libertés de rédaction à des élèves dont on sent qu'ils ont envie de gagner du temps parce que leur copie est d'un assez bon niveau, quoi. Alors, si vous voulez être prudent et puis si vous avez peur des questions les plus difficiles, de ne pas pouvoir vous attarder sur les questions les plus difficiles, prenez plutôt du temps pour faire effectivement le tableau de signes et vous rassurer là-dessus. Alors, c'est un exercice qui porte sur les suites. On vient d'étudier une fonction, mais c'est un exercice qui porte sur une suite, en fait. Mais cette suite est définie à partir de la fonction qu'on vient d'étudier. Donc, on se souvient quand même que f de x égale x. Il y avait comme solution 0 moins racine de 3
et racine de 3. Garde ça en tête. Et puis, on vient de voir aussi que f était strictement croissante. Alors, voici une suite UN définie par U0 égale 1 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale f de UN. Démontré par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 1 plus petit que UN plus 1, strictement plus petit que racine de 3. Très bien. Alors, la suite UN est définie par U0 égale 1, donc par récurrence. Donc c'est une initialisation. On raisonne par récurrence. Je l'écris par réflexe, mais ici, ça nous est indiqué. Alors, quand ça ne nous est pas indiqué, hein, ne commencez pas votre récurrence. Quand montrer par récurrence n'est pas indiqué dans l'énoncé, ne commencez pas par écrire initialisation. Commencez par écrire d'abord que vous raisonnez par récurrence. Ça peut déjà rapporter un quart de point à la question parce que c'est déjà une initiative en soi que de choisir le raisonnement pour résoudre une question. On raisonne par récurrence. Initialisation. Alors, ici, on nous dit que U0 égale 1, et donc c'est ça que je vais vous montrer pour n égale 0, hein, donc je veux la valeur de U1. U1 égale f de U0. U0, ça vaut 1. U1, c'est donc f de 1. F de 1, c'est donc 2 fois 1 sur racine de 2. C'est donc 2 sur racine de 2. C'est racine de 2 qui est environ égal à 1,4, qui est en tout cas supérieur ou égal à 1. Bien, on a donc bien. Alors, racine de 3 aussi, il faudrait connaître sa valeur. Racine de 3, à la calculatrice, vous l'avez, et vous dites, je ne connais pas, on a donc bien 1 plus petit que U0, plus petit que U1, strictement plus petit que racine de 3. Non, vous n'avez pas besoin de la valeur de racine de 3, évidemment, hein, puisque vous savez qu'ici, U1, c'est racine de 2. Donc, racine de 2, c'est évidemment strictement inférieur à racine de 3. Très bien, donc ça, c'était l'initialisation. Voilà, on va se laisser un peu de place pour la récurrence. Donc, certains écrivent la propriété, donc bien initialisée au rang n égale 0. Écrivez-le si vous le souhaitez. Hérédité. Soit, c'est pour n, tout entier naturel n, soit n appartenant à n fixé. Normalement, il n'est pas utile d'écrire fixé lorsqu'on écrit soit, mais on est dans une récurrence. Ce qu'il ne faudrait surtout pas écrire, c'est pour ici, ou pour tous, c'est strictement interdit. Si vous mettez juste un pour aussi, on se demande si c'est quel que soit n, ou si c'est vraiment pour un n fixé qu'on va démarrer les calculs. Évidemment, vous ne voulez pas écrire qu'on suppose l'hypothèse vraie, quel que soit n, puisque vous voulez le démontrer au rang n plus 1. Vous devez bien supposer un rang n fixé pour le démontrer ensuite au rang n plus 1. Donc on s'interdit ici, dans l'hérédité, d'écrire dès le départ qu'on fait les choses pour tout n, mais simplement pour un n, qu'on suppose pour un n. Et on va montrer que. Alors on va montrer que, bon, bah, ça va être plus rapide qu'on ne le croit, hein, puisqu'on a déjà fait tout le travail en fait calculatoire. D'après la question précédente, parce que je ne me souviens plus. On va la retrouver. C'était la question déduire le sens de variation de f, 2b. D'après la question 2b, la fonction f est strictement croissante sur R. Donc, f de 1 est plus petit que f de un, qui est plus petit que f de un plus 1, qui est strictement plus petit que f de racine de 3. Donc, racine de 2 est plus petit que un plus 1, qui est plus petit que un plus 2, qui est plus petit que racine de 3. Et donc, puisque l'encadrement qu'on voulait c'était vraiment à 1, mais racine de 2 c'est plus grand que 1, on a 1 plus petit que un plus 1, plus petit que
un plus 2 strictement plus petit que racine de 3. La propriété est donc vérifiée au rang n plus 1. Vous dites, si vous voulez, la propriété est donc bien héréditaire. Alors ça, c'est la conclusion de l'hérédité. Ne confondez pas la conclusion de l'hérédité avec la conclusion de la récurrence. Vous devez conclure par récurrence une fois l'hérédité établie. On conclut donc par récurrence. Alors je sais que ça fait perdre du temps, que pour tout entier naturel n, surtout le nombre de fois où vous le faites dans l'année, 2 points, 1. Alors dites-vous que le jour de l'examen, quand même, ça vaut bien la peine de prendre ce temps-là pour bien rédiger, parce que là, quand même, vous jouez la note pour le bac. Voilà. Alors, question 2. En déduire que la suite UN converge, alors ultra classique. Piège à éviter ultra classique. D'après la question 1, UN est croissante. Bon, on va insister, on va dire au correcteur qu'on a bien compris, puisque UN est plus petit que UN plus 1, et majoré par racine de 3. Donc elle converge. Donc UN converge. Soit, petit l, sa limite. Pour tout n appartenant à n, un plus 1 égale f de un. Et f est continu. Donc, d'après le théorème du point fixe, alors moi je l'écris pas, mais peut-être que vous aimez autant le citer que le théorème des valeurs intermédiaires ou votre professeur. Dans ces cas-là, vous écrivez donc d'après le théorème du point fixe. Mais ici, donc la conclusion surtout, on ne vous sanctionnera pas, je pense, au baccalauréat si vous ne nommez pas le théorème. Mais par contre, le L égale F de L, ça, il faut bien le repérer. Ainsi, d'après... Alors, on a des valeurs, parce que F de X égale X, on a déjà résolu. Donc, ainsi, d'après la question... Là aussi, on va revenir un petit peu en arrière pour se dire qu'on avait f de x égale x à la question 1. Donc, d'après la question 1, elle appartient, c'est-à-dire peut être égale à moins racine de 3, 0 ou racine de 3. Or, hop, je reviens à la question, déterminer sa limite. Or, f est strictement croissante et, par exemple, et U0 égale... Non, on va pas dire ça. On va pas revenir à F, pardon. On va dire qu'on a dit que UN... C'est UN qui est croissante, pardon, voilà. Or, UN est croissante. Est croissante. On n'a pas démontré strictement croissante, je vous rappelle, pour ça que je regarde. UN est croissante et U0 égale 1. Non, mais du moment qu'on trouve un nombre plus grand que 0, quoi, ici, on peut prouver que c'est racine de 3 à la limite. On peut prouver que c'est ni moins racine de 3 ni 0. Donc, il faut bien qu'on aille dépasser 0 pour se dire que UN étant croissante, c'est vers racine de 3 qu'elle va aller. Et U0 égale 1. Donc, L égale racine de 3. Voilà. Donc, il fallait... est-ce que c'était facile à voir?
Pas facile, hein, parce que vous voyez, un plus 1 égale f de un, u0 égale 1. Devinez quand même qu'on va tendre vers racine de 3 à partir de la formule. C'est pas si intuitif. Alors, l'exercice est fait de telle manière que on nous propose deux méthodes pour déterminer la limite de la suite un. On en a fait une ici. Voilà, on a déterminé sa limite. Ça, c'était la partie B. Dans cette partie B, une autre méthode va nous permettre de retrouver la même limite. Voilà, bon, pourquoi pas, on va retrouver une deuxième limite, la même limite d'une deuxième façon. Et puis, l'exercice se termine après par cette fameuse somme là, de termes au carré. Mais n'allons pas trop vite. Pour l'instant, donc on rétablit L égale racine de 3, limite de un égale racine de 3, d'une autre façon. Cette fois, on ne passe pas par une série d'inégalités, mais cette fois, on passe par une suite auxiliaire. Vn. Le but de cette question est de retrouver par une autre méthode les résultats de la question 2 de la partie B, à savoir L égale racine de 3, limite de un. L que j'ai appelé limite de un. Pour tout entier naturel n, on pose Vn égale un au carré sur 3 moins un au carré. Voilà, une suite auxiliaire définie de cette manière-là. On admet que la suite Vn est bien définie. Ouf, nous n'avons pas à le faire. Ce ne serait pas forcément facile, je pense. Bon, nous ne nous attendons pas, mais... Petit a, démontrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 4, dont on précisera le premier terme. Commençons par ça. Déterminons V0. V0 égale U0 au carré sur 3 moins U0 au carré. U0, c'est 1. On a donc 1 sur 3 moins 1, c'est 1,5. OK. Ensuite, soit n appartenant à n, pour la rédaction, on veut prouver que Vn plus 1 est géométrique. Donc, on va écrire ce qu'est Vn plus 1, c'est un plus 1 au carré sur 3 moins un plus 1 au carré. Et c'est égal, alors un plus 1, je vais le rappeler ici, un plus 1 c'est f de un et f de x c'est ici. Donc, on a 2 un sur racine de 1 plus un au carré, le tout au carré, sur 3 moins 2 un sur racine de 1 plus un au carré. Bon, là on se dit qu'il faut faire les calculs avec prudence. Déjà, racine de 1 plus un au carré, le tout au carré ici au dénominateur, ça va nous rassurer puisque ça va nous faire du sur 1 plus un au carré. Tandis qu'ici, j'ai 4 un au carré. Bon. Divisé par, ici il se passe la même chose. Donc j'ai 4 un au carré sur 1 plus un au carré. Donc ce que je veux envie de vouloir faire ici sur ce terme, c'est mettre au même, mettre au même, oui, vous avez trouvé, mettre au même dénominateur, donc voilà, donc ça va éliminer les dénominateurs communs ici, ça fait 4 un au carré sur, on a ici 3 plus 3 un moins 4 un au carré, donc il nous reste 3 plus 3 un au carré moins 4 un au carré moins un au carré. Donc ça fait 4 un au carré sur 3 moins un au carré, 4Vn. Voilà. Vn est donc une suite géométrique de raison 4 de terme initial de premier terme, ils disent V0 égale 1,5. Mais comme je n'ai pas de place, je n'écris pas premier terme, j'écris et V0 égale 1,5. OK. Bon, bah vous connaissez votre cours de première sur les suites géométriques. Et donc vous savez exprimer le terme d'une suite géométrique.
On en déduit donc que pour n appartenant à n, Vn égale, alors remettez si vous voulez la formule, enfin bon ça va aller quand même, hein, 4 puissance n sur 2. Pour tout n appartenant à n. Très bien. Puis que, alors ici on nous demande d'exprimer un en fonction de Vn au lieu de Vn en fonction de un, donc on va le faire à partir de l'égalité. Hein. Alors au niveau rédaction, vous voyez, là j'ai énoncé des choses pour tout n appartenant à n. Ici je vais lancer des calculs, donc je fixe un n appartenant à n pour pouvoir lancer des calculs du genre Vn égale un au carré sur 3 moins un au carré, ça équivaut à dire que Vn facteur de 3 moins un au carré est égal à un au carré, ça équivaut à dire que 3Vn moins un au carré Vn égale un au carré. Alors ce que je veux, c'est absolument isoler un. Hein. Donc je veux absolument isoler un. Donc c'est un au carré, ici facteur de 1 plus Vn qui est égal à 3Vn. Bon, attention, suivez, hein. Je lisais de gauche à droite ici, je lis de droite à gauche la ligne suivante. J'ai bien ça. Voilà. Donc ça équivaut à dire que un au carré est égal à 3Vn sur 1 plus Vn. Alors attention là, on va distinguer des élèves qui rédigent de manière correcte d'autres élèves, puisqu'ici il y a une petite précaution à prendre. On va donc appeler ça E, puisque je vais rédiger en dehors de ma série d'équivalence. Donc je note mon équation, mon égalité E ici, puisque je vais écrire en français. Or, d'après l'égalité UN supérieur ou égal à 1, j'optimise mes chances de rédaction. Je retrouve la question où c'était la question 1 de la partie B. La question 1 de la partie B. Donc on est sur B1. Donc, UN, donc je reprends ma série d'équivalence. E est équivalent à dire que UN est égal à la racine de 3Vn sur 1 plus Vn. Alors, je n'étais pas obligé de rédiger par équivalence, du coup. Je peux faire une série de donc. Mais comme je suis parti pour écrire une série d'équivalences, je vais quand même rédiger une phrase à la fin. Exprimer Vn en fonction de n, puis que... Ah, on n'a pas fini. Pardon. On n'a pas fini, puisque... on ne veut pas exprimer un en fonction de Vn, mais bien en fonction de n. Donc ici, on va se servir de ce qu'on avait dit sur Vn. Hein. Vn, c'est 4 puissance n sur 2. 1 plus 4 puissance n sur 2. Et c'est fini, puisque j'ai bien racine de 1,5 fois 4 puissance n sur 1 plus 0,5 fois 4 puissance n. Ainsi, pour tout n appartenant à n, un égale racine de 1,5 fois 4 puissance n sur 1 plus 0,5 fois 4 puissance n. Voilà, en déduire la limite. Donc, comme je vous avais dit, hein, dans l'exercice, l'exercice consiste à trouver deux méthodes pour déterminer une limite. Ici, petit c, limite de un quand n tend vers plus l'infini égale limite quand n tend vers plus l'infini de racine de 1,5 fois 4 puissance n sur 1 plus 0,5 fois 4 puissance n égale infini sur infini. Ah là là, forme indéterminée. Comment va-t-on faire?
eh bien, on voit, on a le réflexe d'une fraction. On va factoriser par des termes qui sont dominants dans la fraction. Donc, on va factoriser ici par racine par 4 puissance n sur 4 puissance n. Ça va bien se passer parce que ça va s'éliminer ici. Il nous reste 1,5 facteur de 1 sur 4 puissance n, si je factorise par 4 puissance n, plus 0,5 qui reste ici. Et donc là, c'est bon. Je peux établir que car, je vais mettre car limite de 1 sur 4 puissance n quand n tend vers plus l'infini égale 0. J'ai donc racine de 1,5 sur 0,5, c'est-à-dire racine de 3, comme je l'avais établi dans les questions précédentes. Voilà pour établir de deux manières différentes limites de la suite UN. Mais comme si ça ne suffisait pas, dans ce sujet particulièrement long, la difficulté du sujet d'Amérique du Nord jour 2 cette année, c'est que tous les exercices poussent un peu la difficulté, quoi. Donc c'est pour ça peut-être que en termes de temps et de fatigue, ça a pu paraître un sujet un peu délicat. Donc on aurait peut-être pu arrêter là, je ne sais pas, un exercice d'analyse, mais en tout cas il y a une partie C ici. Alors il ne faut pas avoir trop peur de cette somme qui vous est présentée par rapport aux questions qu'on va réellement vous poser dans la suite de l'exercice. Pour toute entité naturelle L non nulle, on pose la somme des carrés des n premiers termes. Alors je dis n premiers termes parce que ça va jusqu'à n-1 ici, mais ça commence à 0. Donc vous avez bien n termes décrits ici. Donc la somme des carrés des n premiers termes de ma suite UN. Bon, la consigne est recopier et compléter le script Python ci-dessous afin que celui-ci permette de lister les p premiers termes de la suite Sn. Et on vous présente un algorithme en Python. On vous rappelle qu'en langage Python, la commande L, qui est ici, crée une liste vide. Donc vous voyez, en fait, bon, c'est rien du tout. C'est L entre crochets. Donc pour l'instant, il n'y a rien du tout dans L. Et juste à la fin, on va faire L.append S. La commande L.append S ajoute à la fin de la liste L l'élément supplémentaire grand S, puisque grand S est mis entre parenthèses ici. Donc tout ce qu'on fait, c'est on vient créer une liste. Cette liste est vide au début. En fin d'algorithme, on vient lui rajouter un nombre, c'est le nombre pris par S à ce moment-là. En fin de deuxième boucle, on vient lui rajouter un nombre, c'est le nouveau nombre grand S qu'on a calculé là, et on obtient comme ça une succession de nombres qui forment une liste. Alors je vous ai agrandi l'algorithme ici. Je vous ai rappelé que U0 était égal à 1, que UN plus 1, on l'avait par récurrence avec une fonction f ici. Donc, on va vouloir avoir les termes de U qu'on va rajouter au carré dans la somme. Donc, U, d'abord, il est égal à 1. La somme, on la commence à 0. La liste, elle est vide pour l'instant. Et on entame une boucle qui va ici in range P. Alors, grand S, je veux rajouter le premier terme que je vais calculer ici. Ça va être donc, alors je sais grand S, c'est la somme des carrés des termes. Donc, après plusieurs passages dans la boucle, j'aurais déjà obtenu grand S comme somme de carrés de termes jusqu'à une certaine étape. Mais je devrais lui rajouter le nouveau terme calculé de U au carré. Alors, je crois que c'est étoile, étoile 2 en Python. Voilà, voilà. Donc, je crois qu'il faut mettre étoile, étoile 2. C'est puissance 2. Alors, soit c'est étoile, étoile 2. Je crois que c'est ça. U puissance 2 en tout cas. Je vais le mettre ici. On veut S U puissance 2. Sur d'autres langages, c'est aussi, on trouve ce genre de notation. Et alors, on veut maintenant calculer le nouveau terme U. Donc, on a un terme de ma suite. On avait commencé à 1, là, mais en cours de boucle, on peut avoir
un terme U ici, donc en fait c'est ici un f de un, hein. Il faut se servir de la relation de récurrence 2U sur racine, on va écrire SQRT, hein, square root, racine carrée de 1 plus x2. Voilà. On a un nouveau terme S que l'on veut rajouter à la liste pour avoir successivement S0, S1, S2, S3 qui apparaissent tous dans une même liste. Voilà, bon, une question d'algorithme, mais qui reste quand même raisonnable à traiter. Hop. Question suivante. On rappelle l'encadrement que l'on avait là. Très bien. Alors l'algorithme ne sert à rien hein, pour la suite. Hein. Pour la fin en tout cas. Pour la fin de cet exercice. C'est-à-dire que je pense aussi qu'un sujet de bac doit absolument comporter une question en Python. Donc là, évidemment, quand on traite des suites, c'est la bonne excuse. Mais on ne vous dit pas qu'après, l'algorithme, il nous donne ça. Donc, il n'a pas d'utilité dans la suite de l'exercice. Alors, démontrer que pour tout entier naturel L non nul, on a n. Alors, c'est plus facile que ça ne paraît. Parce que vous attaquez là à des sommes, donc ça peut vous... Alors, on va dire, on a... Non, on va fixer. Soit n appartenant à n. Soit k. Je vais fixer k parce que je vais aller jusqu'au rang n-1. Voilà. C'est sans doute pour ça aussi qu'on vous indique un indice k ici. Hein, c'est parce qu'en fait, le k, ça va être un des indices ici. Soit k appartenant à n, 1. Voilà. Donc, U0 au carré plus U1 au carré plus U2 au carré plus UN-1 au carré, ben c'est plus petit que quoi? Ben U0 au carré est plus petit que 1 au carré. On va regarder le carré 1 pour insister là. Pour bien montrer au correcteur qu'on a compris. U1 au carré, U1 il est aussi plus grand que 1. Mais U2 il est aussi plus grand que 1. Plus UN-1 il est aussi plus grand que 1. Et combien de fois, combien y a-t-il de nombres entiers entre 0 et n-1? Si vous ne savez pas, prenez des valeurs. Prenez pour n égale 2. Je vais aller de 0 à U indice 2-1. Donc de 0 à U1. Donc pour n égale 2, il y a 2 termes. Donc pour n égale n-1, il y a n termes. Alors vous vous dites combien de termes entre 1 et n-1? Combien d'entiers? Il y en a n-1. Est-ce que vous les comptez? 1, 2, 3, jusqu'à n-1. Donc quand vous rajoutez le 0, ça fait n. Bon bref, il y a n termes ici. Il faut le mettre comme ça. Hein. Écrivez-le. N fois. Ouais, n termes ou n fois. Ok, ensuite, U0 au carré. Bah, U0, c'est plus petit que racine de 3. Donc U0 au carré, c'est plus petit que racine de 3 au carré. Et U1, c'est aussi plus petit que racine de 3. Donc racine de 3 au carré, plus, etc. Plus racine de 3 au carré, combien de fois? N fois. N termes. Donc, Sn, hop, n fois 1, hop, n fois 3. Bam. Et voilà, vous l'avez. Donc c'est moins difficile hein, qu'on peut croire. Mais bon, j'avoue que c'est un peu original pour une question de terminale. On verrait plutôt ça en début d'enseignement supérieur, mais ça se traite. Alors, au passage, hein, on vous autorise l'écriture en pointillé, avec des points de suspension dans des sommes finies, puisque l'énoncé vous invite à le faire hein, en l'écrivant. Donc, on aurait pu aussi, évidemment, faire toute cette rédaction en écrivant le symbole sigma, hein, le symbole somme, que vous apprendrez dès votre rentrée après la terminale. Petit 3, en déduire. Alors, du coup, on va la garder. On a ça. En déduire les limites de Sn et Sn sur n au carré. Alors ça c'est intéressant, je trouve, de savoir que ça peut exister, voilà. Des sommes où
soit n appartenant à n, Sn est plus grand que n, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn est égale à plus l'infini par minoration. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'insister, hein, c'est assez direct. Soit n appartenant à n, Sn est plus petit que 3n, donc si n différent de 0, parce que vous divisez, hein, vous l'avez vu ça? Vous l'aviez vu? C'est plus petit que 3 sur n, donc limite de Sn sur n au carré égale 0. Car, là je ne l'avais pas mis, limite de n quand n tend vers plus l'infini égale n. Bon, vous comprenez pourquoi je ne l'avais pas mis. Là quand même je le mets parce que c'est 3 sur n. Bon. Voilà, et puis peut-être qu'il faut écrire par majoration. Moi je le mettrai en examen. Pour être sûr de m'attirer les faveurs de mon correcteur. Par majoration. Voilà. Conclure? Non, même pas. Conclure quant à votre étonnement? Non, même pas. En tout cas, vous le constatez. Voilà, je crois que c'était la dernière question. Voilà. Donc, vous voyez, un sujet un petit peu une difficulté qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir au baccalauréat, mais cela se traitait bien quand même avec le programme, parfaitement avec le programme de terminale, spécialité mathématiques, évidemment.